Le ciel au-dessus de la vallée de la Loire était couleur d'acier meurtri lorsque les sirènes se mirent à hurler. Manuel Garcia sentit la vibration de l'explosion avant même que le bruit ne l'atteigne. Une ondulation obscène qui parcourut la ville incendiée comme un battement de cœur agonisant. Des vitres volèrent en éclats. De la poussière s'échappa des lignes de mortier. Quelque part à l'ouest, un champignon de sable incandescent et de pierres pulvérisées s'enfonça dans les nuages, éclairé par en dessous par une lumière trop blanche pour être vue. L'espace d'un instant, l'horizon devint un second lever de soleil. Puis le monde reprit brusquement le crépuscule, et il ne resta que le lent ruban noir de fumée serpentant vers le ciel. Manuel suturait le cuir chevelu déchiré d'une enfant dans la clinique improvisée qui avait autrefois servi d'école primaire. Les cheveux de la fillette étaient emmêlés de sang séché. Elle ne criait pas. La plupart des enfants n'avaient plus de cris depuis longtemps. Et les nerfs de Manuel étaient si tendus qu'ils semblaient devenir du fil de fer. Pourtant, sa main hésita lorsque le tremblement traversa le plancher. L'aiguille frémissait dans l'air, suspendue entre deux points de suture. Puis le toit gémit, les chevrons projetant des gravillons comme de la neige mourante, et 1000 instincts chirurgicaux à demi oubliés reprirent le contrôle de lui. Finir la suture, dégager les voies respiratoires, arrêter le saignement. Il se força à faire le nœud. Dehors, un second rugissement gronda dans les champs. La brise apportait le goût cuivré de l'air ionisé et autre chose. Une douceur âcre et métallique qu'il avait reconnue aux urgences de sa résidence à Madrid, lorsqu'on avait ouvert par erreur une bonbonne d'oxyde d'éthylène. Il perçut l'odeur comme un soldat perçoit le sifflement de l'artillerie, la preuve que les véritables dégâts étaient encore à venir. Les habitants se déversèrent dans la rue de Gravier, paniqués par les murmures. Ils tournèrent vers l'ouest, en direction du dépôt atomique de Rigny, bien que toutes les cartes imprimées après 2030 aient effacé cette sinistre petite installation. Pendant 2 décennies, les seigneurs de guerre s'étaient disputés son périmètre, leurs mercenaires échangeant des tirs de drones dans les champs de blé. Maintenant, il semblait qu'une des ogives oubliées du dépôt avait trouvé la combinaison parfaite de négligence, de cupidité et de chance pour exploser. Manuel se força à respirer. Protocole de radiothérapie. Décontamination. Mais c'était le rêve d'un siècle plus sain. La clinique ne possédait ni compteur Geiger, ni iodure de potassium, ni blindage en plomb adéquat, seulement des antibiotiques récupérés dans une armoire à pharmacie et une pile de bandages qui s'amenuisaient. La pièce autour de lui parut soudain aussi fragile que l'enfant qu'il tenait entre ses mains. Il baissa les yeux vers elle. « Fini » murmura-t-il en espagnol. Les yeux de la jeune fille s'ouvrirent brusquement. Elle essaya de sourire, échoua, puis tendit la main et serra le doux lapin cousu de chute de jean qui lui servait de talisman dans ce miracle de survie calciné. Manuel se leva et retira ses gants. Le latex était si fin qu'il déchirait le poignet, pendait comme une peau de serpent. Il imagina les rayons gamma se laissant porter par chaque grain de poussière de la pièce, s'infiltrant dans la moelle osseuse, réécrivant l'avenir. Dans le silence qui suivit, une pensée unique le transperça comme une artère, nous avons besoin de médicaments appropriés. Pas de médicaments périmés troqués auprès des contrebandiers, ni de teinture maison. De vrais antiviraux, des stimulants de moelle osseuse, des chélateurs. L'Allemagne, disait la rumeur, produisait encore des doses en quantité limitée pour ses hôpitaux fantoches. Un train tous les 12 jours partait des ruines de Munich pour rejoindre le Parlement fantôme de Dresde, ses wagons réfrigérés hérissés de fusils et d'espoir. Quelqu'un devait atteindre ce train. Lorsqu'il retrouva sa voix, elle se brisa avec détermination. « Appelez le conseil municipal », dit-il à une infirmière bénévole. « Dites-leur que je parlerai au crépuscule. » Ses doigts tremblaient déjà de plan, mesurant des itinéraires le long d'autoroutes à moitié détruites, calculant combien de fioles de fil Grastim valait une âme humaine. Il sentait l'histoire monter en lui une aventure qu'il n'avait jamais sollicitée mais qu'il ne pouvait plus refuser. Ils se retrouvèrent dans la nef brisée de Saint-Martin, les bougies ruisselant sur les carreaux fissurés, les seins des vitraux depuis longtemps réduits en confettis par les tirs d'obus. Manuel ne commença pas par des discours émouvants. Il commença par des chiffres, le rayon d'explosion, les isotopes probables, les demi-vies hématologiques. Il esquissa les symptômes qui allaient apparaître en quelques heures, nausées, vomissements,
les premières mèches de cheveux se détachant comme de l'herbe brûlée. Il parla avec la certitude absolue d'un homme dictant l'heure de la mort d'un patient, et la foule de fermiers, de charognards et d'adolescents aux bras longs, serrant des kalachnikovs rouillés, se pencha en avant comme si le diagnostic concernait chacun de leurs cœurs. « On peut attendre d'enterrer nos enfants, dit finalement Manuel, ou voler la drogue qui les maintient en vie. » Il dessina le réseau ferroviaire à la craie sur une ardoise. « Il nous faudra du diesel, de l'eau, une carte des champs de mines le long de la Moselle. Et il nous faut 6 volontaires. » Son regard parcourut les bancs. 6. Pas plus. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis une femme nerveuse nommée Élodie, autrefois professeure de physique, aujourd'hui la tireuse d'élite la plus redoutée de la vallée, acquiesça. « J'y vais, dit-elle. » Un mécanicien borgne nommé Renard grogna son assentiment, se grattant le moignon où se trouvait sa main gauche. 3 autres se tenaient debout, un berger qui avait perdu son troupeau aux mains de pillards, un pirate informatique qui transportait le dernier ordinateur portable encore fonctionnel de 4 provinces, un jeune réfugié muet dont la loyauté était prouvée chaque matin par les petits feux qu'il allumait sous les bouilloires de la clinique. Et enfin, parce que le silence ressemblait à une complicité, le maire de la ville en personne, Jean-Luc Besson, gardien des serments rompus. 6. Manuel sentit une douleur au sternum, comme si son cœur avait gonflé au-delà de ses côtes. Alors, on part aux premières lueurs du jour. Quelqu'un au fond, ivre de peur, cria « Qu'est-ce qui fait de vous notre sauveur, docteur ?» Manuel ne répondit pas. Il se tourna simplement et désigna la fenêtre derrière l'hôtel, d'où le panache du dépôt montait toujours vers le ciel, telle une tige de haricots noirs jaillissant d'un cimetière. Dans sa tige pulsait une lumière secrète, faible mais terrible, comme si le soleil était devenu un cœur qui s'obligeait à cesser de battre. L'aube n'était plus qu'une fine échymose grise lorsque l'expédition quitta la ville dans un camion médical réquisitionné, marqué par des éclats d'obus. Ils baptisèrent le véhicule Esperanza, car donner un nom d'espoir à une chose lui conférait une armure. Renard conduisait, d'une seule main, tandis que la pirate cartographiait les panaches de radiation sur son ordinateur portable, cannibalisant la batterie d'un vieux stimulateur cardiaque pour maintenir l'écran allumé. Manuel, assis à l'arrière, parmi des caisses de gaz et des étiquettes défraîchies, relisait un dossier plié sur les laboratoires pharmaceutiques allemands. Les lettres imprimées avaient commencé à baver après des mois de sueur et de pluie, mais leurs promesses brûlaient toujours, Filgrastim 4, l'OE 71, cryostatique jusqu'à -40, durée de conservation maximale de 2 ans, sous embargo pour les hôpitaux militaires uniquement. Ils traversèrent la Loire, dont les eaux étaient souillées d'algues et de cendres flottantes, puis s'engagèrent sur l'autoroute en direction d'Orléans. Le long du bas-côté se dressaient les vestiges squelettiques des panneaux publicitaires qui annonçaient autrefois les splendeurs du vieux monde, livres audio, best-sellers en intégralité diffusés sur écouteurs, voitures autonomes à porte-papillon, escapades d'influenceurs sur les récifs des Maldives désormais noyés sous les marées acides. Manuel se demanda si les entreprises qui avaient rêvé de ces futurs avaient jamais imaginé celui-ci. La première rencontre eut lieu à l'extérieur de Tours. 2 pick-up bloquaient la route, pneus crevés, ayant soudés au support de fusil. Des silhouettes déchiquetées se tenaient accroupies derrière des boucliers en tôle. Élodie siffla entre ses dents et retira la sécurité de son Dragunov. Manuel jeta un coup d'œil à travers les lattes et aperçut des graffitis tagués sur la barricade, enfants des cendres d'intrusion, et « cendres seront votre dot ». Les sectes de la radiation les avaient précédés, vénérant les retombées radioactives comme un dieu vengeur. Renard rétrograda. « On pourrait tourner vers l'est, murmura-t-il. »« Non, dit Manuel. On perd une journée à les contourner. La moelle n'attendra pas. » Il poussa la portière arrière et s'engagea sur le trottoir, son stéthoscope luisant comme un nœud coulant autour de son col. Les fusils des cultistes le traquaient, il leva les paumes, révélant des mains vides. Un chef apparut, le visage crevassé de brûlures, les yeux étincelants de ferveur dévotionnelle. Autour de son cou pendaient des dizaines de plaques d'identité, chacune gravée du nom d'un saint différent. Il considérait Manuel avec le mépris patient d'un collectionneur examinant une fausse pièce. « Nous avons des blessés, dit Manuel en français. Des enfants. Intoxication par radiation. Laissez-nous passer. » Le chef sourit et tapota le cylindre d'un dosimètre portable accroché à sa ceinture. « Nous avons la blessure et le remède, dit-il. Le feu et le remède. Pourquoi priver le ciel de sa récolte ?» À l'intérieur de Manuel, quelque chose d'ancien se brisa, une suture déchirée par la tension. « Parce que le ciel n'enterre pas les enfants, répondit-il. Les hommes, si.
Le sourire du cultiste disparut. Il leva la main, ses disciples braquèrent leurs armes. Manuel inspira lentement, goûtant le silence métallique avant le massacre. Mais le fusil d'Élodie claqua à un coup précis, sectionnant le chargeur du dosimètre. Le barillet heurta l'asphalte et roula, clignotant en rouge. Les cultistes sursautèrent. Manuel saisit l'instant. « On part », dit-il d'une voix basse mais dure comme du roc. « Ou ta prochaine blessure sera celle que tu désirais. » Le silence retint son souffle. Puis le chef secoua le menton, et les camions reculèrent, moteurs toussant. La barricade s'écarta juste assez pour permettre à Esperanza de se faufiler. Tandis qu'ils avançaient, Manuel sentit le regard d'Élodie à l'arrière de son crâne, comparant le médecin qu'elle croyait connaître à l'homme qui venait de menacer de meurtre. Il fixa la route jusqu'à ce que l'horizon se brouille, se promettant que la moelle valait encore l'obscurité qu'il avait ingurgitée. La nuit, le long de la Seine, avait un goût de rouille et de chagrin profond. Ils bivouaquèrent sous l'arche squelettique d'un pont où des câbles pendaient comme des cordes de violon cassés, et la hackeuse régla le faible émetteur de son ordinateur portable pour y capter des conversations militaires. À travers les braises, le berger récitait des psaumes en occitan, tandis que le maire griffonnait les rations dans un registre, barrant les calories comme des péchés. Renard versait de l'huile moteur dans un filtre à café, le liquide s'écoulant comme du vin noir. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient, mais Manuel ne parvenait plus à distinguer les satellites mourant de leurs orbites finales des trous d'air brûlés par les bombes nucléaires tactiques de l'année précédente. Le sommeil était rationné par tranches de 90 minutes. Pourtant, Manuel ne sombrait que dans des rêves superficiels et agités, sa femme à Séville, lisant des histoires pour s'endormir, répertoriées une fois sur des sites de streaming sous des étiquettes comme livre audio fantastique et livre audio pour dormir, sa voix s'élevant et s'abaissant tandis que leur fille traçait les contours de dragons sur l'écran fissuré d'une tablette. Dans le rêve, la tablette se brisait encore et encore, et chaque fois, sa femme attrapait les éclats avec ses mains ensanglantées, murmurant « Chut, ma chérie, bientôt la guerre finira, bientôt tout cela ne sera rien d'autre qu'un meilleur livre audio que les films dont on rit. » Mais lorsque Manuel essaya de la toucher, la distance entre eux s'allongea jusqu'à former un couloir encombré de potences à perfusion vide, et le panache de radiation s'échappait par chaque porte, affamé comme la nuit. Il se réveilla avant l'aube, la rosée lui soudant les cheveux aux tempes. Pendant un instant, il ignora qui il était, ni pourquoi ses mains lui faisaient mal. Puis l'ombre d'Esperanza se profila sur l'horizon écarlate et il se souvint, la gare, la moelle osseuse, le train. Il enfouit sa tête dans ses genoux et respira jusqu'à se relever. À Rouen, ils rencontrèrent pour la première fois les troupes d'occupation, des mercenaires russes reconvertis en police des frontières, leurs insignes effacés mais pas oubliés. Les postes de contrôle fleurissaient comme des métastases sur les boulevards, des cubes de béton tendus de barbelés et des banderoles de velours rouge proclamant l'unité PAR l'ordre. Manuel ravala sa bile. L'unité faisait le même mal à tous les palais, pensa-t-il, qu'elle se termine par la Zanchina ou par la liberté. Le convoi prit l'apparence d'une unité de secours du Croissant Rouge. Un logiciel pirate, forgé sur l'ordinateur portable du pirate, reproduisait des tampons numériques, des codes QR et même des listes d'autorisation pharmacologique. Manuel enfila son dernier manteau immaculé, le tissu blanc jaunissant au poignet, et répéta la liturgie du jargon médical. La peur aiguisa sa diction. Au poste de garde, des projecteurs braqués sur le pare-brise, un officier, la fumée de cigare s'échappant de ses dents, exigea des papiers d'exportation. Manuel se pencha, son bloc-notes tremblant volontairement. Dérogation de quarantaine pour Marseille. On est en retard pour le couloir sud. Il tapota le faux QR. Le manifeste mentionne des antiviraux pédiatriques. Ouvrez le camion et la chaîne du froid est rompue en moins de 3 minutes. L'officier grogna, méfiant. Il fit 3 fois le tour du véhicule, trébuchant sur un paquet de douilles. Dans la cabine, Renard tambourinait sur le volant, Élodie gardait son fusil pointé vers le bas, caché sous une vieille couverture. Les secondes s'écoulaient comme de la morphine. Finalement, l'officier apposa son empreinte de pouce graisseuse sur l'écran. Allez-y. Esperanza avançait, ses pneus claquant contre les dents de fer du poste de contrôle. Manuel exhalait une touffe de mois. Derrière eux, un soldat déroulait du ruban barbelé, bloquant à nouveau la voie. La route vers l'Allemagne était libre, mais chaque kilomètre parcouru devenait plus dangereux, patrouillé à la fois par des drones mercenaires et par des bandes de charognards affamés à leurs abords. Et le panache du dépôt les traquait toujours, tel un loup invisible qui bondissait derrière eux. Ils atteignirent les Ardennes sous un ciel couleur de chair cautérisée. Ici,
la guerre avait ravagé des villages entiers, ne laissant que des fondations et des routes fantômes serpentant à travers des forêts désormais silencieuses. L'ordinateur portable du pirate était mort, plus de batterie. Les cartes papier reprirent leur place, claquant sur le tableau de bord. À 2 reprises, ils contournèrent des cratères où de petites ogives à faible puissance avaient brûlé l'argile et transformé le verre vert. À chaque fois, Renard pressait son poing contre sa bouche, murmurant la seule prière qu'il connaissait. Il était midi quand Élodie cria et désigna le nord, un convoi noir avançait lentement sur la crête, 4 véhicules blindés de transport de troupes, un camion à plateau portant l'emblème du ministère d'Occupation et 15 soldats casqués maquis trottinaient à ses côtés. Manuel savait que le train de Dresde passerait près de la ville frontalière de Bitche dans les 30 heures. Si le ministère avait eu vent de rumeurs concernant des livraisons de fil Grastim, il surveillerait cette ligne comme le dernier souffle de l'Empire. Renard gronda, entraînant Esperanza dans l'ombre d'une grange en contrebas. Le groupe se blottit à l'intérieur, les poumons fumant de poussière froide. Manuel évalua les probabilités, se battre était folie, fuir, céderait la moelle à la tyrannie. Mais il existait une troisième voie, née dans les blocs opératoires où les secondes comptaient plus que la vertu, entrer discrètement, ne trancher que ce qu'il faut, sortir avant que l'hémorragie ne commence. Les capteurs du périmètre de la gare de triage détectent les mouvements, murmura le pirate, se souvenant de fragments de code provenant de schémas volés. Il nous faut une zone morte. Manuel scruta la grange couverte de moisissures, infestée de tiques jusqu'à ce que son regard se pose sur des rouleaux de grillage emmêlés sous une charrue cassée. On peut construire des cocons de Faraday, dit-il. On s'enveloppe, on rampe sous la clôture. Il croisa le regard méfiant de Shepard. J'ai soigné des intestins avec moi. Cette nuit-là, ils dénudèrent le câblage d'Esperanza et le tressèrent avec du grillage à poulet, façonnant ainsi de grossières capes de fil de cuivre. Le maire plaisanta en disant qu'ils ressemblaient à des pénitents médiévaux. Manuel ne rit pas. Il glissa une seringue sous son manteau, à la fois prière et arme. Quand la lune se leva, ils partirent vers l'est, en direction de Bitche, chaque pas faisant craquer le givre qui luisait d'un bleu feu de renard à la lumière des étoiles. Manuel récita à voix basse les calculs de dosage 5 mg par kilogramme, 2 fois par jour et imagina le couloir de la clinique inondé de pieds à perfusion, les veines des enfants bourdonnant comme des vergers endormis. Il s'imagina écouter l'enregistrement d'un livre audio de science-fiction pour les bercer pendant que les cytokines reconstituaient leur sang, et entendre enfin le silence d'un service qui osait à nouveau rêver. Devant lui, le treillis métallique de la clôture se matérialisa, éclairé par des LED clignotants en rouge toutes les 3 secondes. Manuel tira la cape grillagée sur ses épaules. Son cœur battait si fort qu'il craignit que les capteurs ne détectent le son seul. Ils ont rampé. Le temps se dissolvait dans le rauque souffle sur la boue gelée. Des LED clignotaient au-dessus de leur tête cramoisie puis scrutaient une portion de terre plus lointaine. Sous le fil, Manuel sentait le poids du monde comprimer ses poumons. Il se souvint de la première fois où il avait serré un cœur battant entre ses mains gantées, l'invitant à pomper, et réalisa que ce mouvement était le même geste inversé, lui, le cœur, se pressant plus profondément, retardant la mort d'un battement supplémentaire. Ils refirent surface à l'intérieur du périmètre, les genoux trempés. À 50 mètres de là, les wagons plats attendaient, leurs capotes fermées pour se protéger du froid. Une patrouille armée parcourait la voie de garage en boucle nonchalante. Manuel indiqua aux autres une pile de caisses en acier, puis s'avança seul. Le fil Grastim était stocké dans des capsules cryogéniques, chacune de la taille d'une valise cabine, dont les couvercles étaient verrouillés par des serrures biométriques. Manuel sortit la seringue de son manteau, se piqua le pouce et étala du sang sur le scanner. Un sifflement vert se fit entendre. La capsule se desserra, exhalant une vapeur qui sentait les couloirs d'hôpital et le salut. À l'intérieur se trouvaient 32 fioles, dont les étiquettes étaient intactes depuis la guerre. Il en souleva une. Elle trembla entre ses doigts. L'espace d'un instant, le panache du dépôt, les enfants de la cendre, les agents du poste de contrôle, tout se replia sur une orbite silencieuse. Cette fiole en était le centre. La gravité s'inversa autour de la possibilité de survie. Un cri retentit. Les patrouilleurs avaient repéré le berger qui traversait les voies. Des coups de feu crachèrent des étincelles sur les traverses. Manuel passa de l'émerveillement au triage. Il referma la nacelle, la hissa sur son dos et fonça vers la clôture. 3 coups de feu ricochèrent. Le pirate coupa le cadenas d'une barrière de service, le fusil d'Élodie toussa en réponse, le maire tira Renard par le col tandis que le mécanicien trébuchait.
Ils firent irruption dans la lisière des arbres où Esperanza attendait, le moteur tournant au ralenti comme un oiseau captif. Les pneus dérapèrent, la boue jaillit et le camion s'enfonça sur la route. Des balles piquèrent le haillon. Manuel se cala sur la nacelle, protégeant le verre de sa chair. Derrière eux, la nuit retentit d'alarmes. Mais la distance s'épaissit, le bruit s'amenuisa. Et bientôt, seul le vent martela la bâche. Dans la soute, le berger se tenait le flanc, la laine imbibée de pourpre. Manuel déchirait ses bandages, ses pensées se bousculant, blessure d'entrée basse, foie probablement manqué, saignement artériel compressif. Il n'y avait pas d'anesthésie. Lorsque le berger hurla, Manuel murmura le seul mensonge qu'un chirurgien de champ de bataille puisse dire, presque arrivé, presque à la maison. Il ajouta à voix basse un autre vœu, un vœu qu'aucune prière ne pourrait tenir, craignait-il, que ce remède qu'ils avaient volé, cette promesse fragile, issue de laboratoire plus heureux que n'importe quel autre endroit sur Terre, ne soit pas le prélude à une horreur plus grande. Que le don de moelle osseuse ne devienne pas une simple rançon de plus exigée par des trafiquants de souffrance. Pourtant, il savait que les tyrannies ne craignaient pas tant la médecine que l'espoir qu'elle inspirait. Et dans cette terreur résidait un levier que Manuel apprendrait à manier. L'aube se leva sur les Vosges lorsque le compteur kilométrique dépassa la moitié du trajet vers la France. Manuel était assis dans la pénombre de la soute, recousant à l'aiguille le flanc déchiré du berger. La capsule de filgrastime pressait sa colonne vertébrale. Il sentait son froid irradier à travers le tissu, un battement de cœur glacé. Dehors, Renard chantait doucement une vieille ballade transformée en berceuse tandis qu'Élodie veillait à travers le rétroviseur brisé. Aucun d'eux ne parla de la suite, l'inévitable poursuite, les représailles que l'occupation allait déchaîner sur Saint-Martin pour ce vol. Mais les pensées de Manuel s'enchaînèrent malgré tout, considérant l'arrivée de la moelle osseuse comme un préambule, et non comme un épilogue. Il imagina la clinique bourdonnante, la moelle osseuse des enfants se régénérant, les agriculteurs se levant de leur lit de fortune. Il imagina cette vitalité brute se tournant vers l'extérieur, refusant de plier à nouveau sous les marionnettes et les seigneurs de guerre. Il imagina une mutinerie de guérison, une résistance semée dans chaque cellule guérie. Une frontière où la médecine elle-même deviendrait une arme plus tranchante que les balles. Dans ce silence fragile, il s'autorisa une seule et dangereuse confession, ce voyage avait déjà dépassé son objectif. Le nuage de l'ogive prouvait la rapidité avec laquelle la mort pouvait se propager, le filgrastime prouverait l'obstination de la vie à réagir. Le monde pourrait continuer à se fracturer, mais quelque part dans ses fissures, il planterait un drapeau de veines et de globules blancs et l'appellerait liberté. Pour la première fois depuis l'explosion du dépôt, Manuel sourit, même si des larmes brouillaient sa vision. Ce sourire lui semblait une trahison envers le désespoir. Quelque part à l'horizon, des rails scintillaient, attendant le prochain train pour transporter davantage de sérum dans les coffres de l'Empire. Manuel ferma les yeux et jura silencieusement à l'horizon, pas tant que je respirerai. Et respirer, pour l'instant, était quelque chose qu'il savait encore faire. La tour de filtration qui marquait la limite de Saint-Martin se dressait dans l'aube couleur d'étain, tel un métronome rouillé, tic-tac silencieux. Manuel sentit le moteur d'Esperanza vibrer sous ses pieds tandis que Renard coupait le contact à 1 kilomètre de là, il roulerait sur le dernier tronçon en descente pour protéger la fumée des drones. Toute la nuit, la radio avait sifflé de mauvaises nouvelles, les points de contrôle se resserraient sur chaque route est-ouest, les grilles de recherche s'étendaient comme des cercles de bleu sur la carte. Quelque part derrière eux, des véhicules blindés rôdaient, à la recherche de la capsule volée. Il imagina le filgrastime refroidi dans sa coque de carbone, battant sa propre pulsation de gel, et comprit que la vie elle-même était devenue de la contrebande. Ils traversèrent des vergers où les pommiers se dressaient noirs et squelettiques, leurs branches fusionnées en morceaux vitreux par des neutrons parasites. Un renard les regarda passer, glabre et maigre comme un fantôme, ses yeux brillants de l'ambre maladive des plaies de césium. Le cœur de Manuel cognait contre ses côtes, alimenté à parts égales par l'épuisement et la terreur. Le berger dormait par intermittence sur le sol, les bandages suintant à travers la gaze, chaque secousse de la route provoquait un sifflement de douleur. Mais ils y parvinrent, les pneus craquant et s'immobilisant derrière le mur fracturé de la clinique, juste au moment où la première lame rose du soleil fendit l'horizon. À l'intérieur, le silence régnait. Trop de silence. La fille au lapin en jean gisait là où Manuel l'avait laissée, des taches fiévreuses fleurissant sur ses joues comme des pétales d'opale de feu. 27 enfants occupaient des lits de camp récupérés dans des colonies de vacances bombardées, leurs os tremblants sous une peau translucide comme du papier de riz. Leurs parents planaient comme des esprits, leurs lèvres mâchonnées jusqu'à en devenir des morceaux à vif.
L'espoir et la peur se mêlaient dans chaque regard posé sur Manuel dès qu'il franchissait le seuil avec la capsule cryogénique. Il se souvenait d'un médecin qui lui avait dit un jour que la guérison était à 90% une question de théâtre, convaincre le patient que la guérison arrive et que le corps fait la moitié du travail. Aujourd'hui, le théâtre est devenu une révolution. Il claqua la capsule sur une table, la vapeur se répandant en vrille de dragon, et annonça, pour que chaque mur puisse en témoigner, le fil Grastim est arrivé. Ce soir, les moelles osseuses fleurissent. Halètement. Quelqu'un sanglota, aigu et incrédule, comme un homme découvrant de l'eau après 3 jours dans le désert. Manuel brisa le seau. Des fioles clignotèrent sous le seul tube fluorescent intact de la clinique. Il sentit la pièce pencher en avant comme si le verre était soumis à une force gravitationnelle. Pas le temps pour les discours, dit Manuel. Renard, générateur. Hacker, relevé de température toutes les heures. Élodie, sécurité des portes. On a 12 heures avant que l'occupation ne réalise qu'on les a distancés. Il n'avait pas besoin d'ajouter ce qui allait se passer ensuite. Tout le monde le savait. Ils fonctionnaient comme des anges assembleraient des ailes si Dieu ne leur donnait que du ruban adhésif de récupération et une prière. Les perfusions étaient fabriquées à partir de tubes d'aquarium, les poches de sérum physiologique à partir de gants chirurgicaux, les seringues stérilisées au vinaigre bouillant. Manuel calculait les volumes à l'œil nu, 5 mg multipliés par le poids corporel approximatif, moins 20% pour la malnutrition, moins 10% pour une aplasie médulaire déjà en cours. Il administra la première injection dans la cuisse de la jeune fille, murmurant la litanie qu'il avait inventée pour empêcher la panique de paralyser ses doigts. « Clara, tu seras fatiguée, mais c'est la médecine qui éduque tes os. Rêve de quelque chose de merveilleux, peut-être des dragons d'un livre audio fantastique que tu as aimé. » Clara lui serra le poignet. « Ça va faire mal ? » ?»« Oui, » admit-il. « Mais la douleur est la preuve que ton sang reviendra à la maison. » Dehors, Élodie postait des sentinelles armés de fusils de chasse et de la seule lunette thermique encore fonctionnelle. Le berger, désormais magnifié par la morphine et une piété obstinée, fredonnait des psaumes entre ses lèvres gercées, tandis que le maire martelait des planches sur des vitres soufflées. La pirate informatique détournait une antenne météo hors d'usage pour scruter les ondes. À midi, elle interceptait des conversations cryptées, un bataillon pénal en provenance de Rennes, ordre d'extraire des actifs biologiques stratégiques et de neutraliser des abris civils qui se disputaient la possession. Neutraliser. Renard cracha une salive noire comme de l'huile. Ça veut dire brûler tout le monde et récupérer les cendres. Manuel observait les enfants tressauter dans un sommeil agité, leurs globules blancs s'agitant comme de minuscules insurgés. Il se tourna vers ses compagnons. Nous avons moins d'une demi-journée pour transformer cette ville en forteresse. Ou une balise, dit doucement la pirate en faisant pivoter son ordinateur portable vers lui. À l'écran vacillait une maquette d'une émission pirate, les armoiries de la clinique grossièrement superposées sur une carte, les coordonnées pulsant. Elle afficha un sourire frénétique. On détourne l'ancienne station de numéro de Montsoreau. On raconte à tous les villages à l'est de la Charente ce qu'on a fait, on leur dit que le gouvernement fantoche va s'emparer des médicaments de leurs enfants. La peur se propage vite, docteur. Mais la colère est encore plus rapide sur les ondes courtes. Manuel a pesé le pour et le contre. Une diffusion pourrait rassembler des alliés, ou leur faire porter un coup encore plus dur. Mais il s'est alors souvenu des panneaux d'affichage marqués par les balles sur l'autoroute et de la façon dont, avant que la guerre ne ronge la confiance, les gens passaient leur nuit à écouter des livres audio à succès en streaming, car les histoires les aidaient à se sentir moins seuls. Les histoires exerçaient toujours leur pouvoir, seul le média était passé du silicium au statique. Fais-le, dit-il. Renard et moi, on installera un amplificateur une fois qu'on aura récupéré le cuivre du labo de chimie de l'école. Le sourire d'Élodie ne trahissait aucune joie. Alors, on combat la propagande par la prophétie. Exactement, murmura Manuel. Prophétisons la survie. Au crépuscule, la tour de transmission s'élevait tel un doigt squelettique au-dessus du toit de la clinique, bricolé à partir de canalisations et d'une perche à perfusion reconvertie. Le pirate diffusait en boucle un message toutes les 90 secondes en français, en espagnol et dans un allemand confus, « Nous avons volé du fil Grastim. Nous traitons des victimes des radiations à l'école Saint-Martin. L'occupation nous anéantira d'ici l'aube. Si vous croyez que le sang appartient aux vivants, rejoignez-nous, ou soyez prêts à abriter ceux qui portent le remède plus loin. » Entre chaque itération, la voix enregistrée de Manuel transparaissait dans un flou de transistors, aussi calme qu'un chirurgien annonçant les signes vitaux aux urgences.
Élodie écouta une fois et haussa les épaules. On dirait que tu vends le salut à moitié prix. Non, répondit Manuel, la gorge nouée. Le salut est gratuit. Le courage, nous le facturons au prix coûtant. La fièvre des enfants tomba peu avant minuit d'abord Clara, puis deux autres dont la peau rougit comme un corail sous les rayons des lampes de poche. Manuel sentit sa poitrine se gonfler douloureusement, mêlée de triomphe et de terreur, triomphe parce que le médicament était efficace, terreur parce que le temps était écoulé. Une heure plus tard, l'horizon était éclairé par des dizaines de phares, serpentant le long de la route de la vallée. Mais au lieu de véhicules blindés, ce sont des camions agricoles cabossés qui entrèrent en ville, des équipes de mineurs de Saumur, des vignerons des bords de Loire, des pompiers démobilisés brandissant des haches comme des pics. Nombre d'entre eux ne portaient guère plus que des fusils de chasse ou des chalumeaux. À leur tête, une imposante moissonneuse-batteuse soudée à une barricade mobile, ses lames affûtées comme des lances de guerre. Quelqu'un avait peint sur ses flancs un graffiti éclatant, Apocalypse en livre audio. Non, épique vivante. Les refusniks de la vallée avaient entendu l'appel. L'espace d'un instant, Manuel goûta la première note de ce qui ressemblait au destin, une corde sensible. Mais sa joie s'évanouit face à leur chance, peut-être une centaine de volontaires contre un régiment de tueurs disciplinés arrivant à l'aube. La médecine seule ne pouvait protéger les vivants. Il leur fallait un plan suffisamment brutal pour gagner des heures sans saigner à blanc la révolte. Il rassembla les capitaines à toc dans la nef en ruine et dessina le terrain de la clinique sur du linoléum sale. Nous ne tenons pas le bâtiment, dit-il en désignant des cercles concentriques. Nous tenons le rayon et les forçons à se battre pour chaque mètre, puis reculons rue par rue. Les mâchons jusqu'à ce que leur flanc cède, puis nous nous effondrons sur les survivants. Un leurre, traduisit Élodie en armant son fusil. On transforme Saint-Martin en bouche. Exactement. Et ses dents, c'est l'ambition. Manuel prit une bonbonne de chlore récupérée dans la piscine de l'école. Du gaz médical et des clés morts improvisées. Je m'occupe du banc de chimie. Renard, creuse des goulots d'étranglement. Shepherd, coordonne les postes de surveillance. Hackers, brouillent leur communication une fois qu'ils auront franchi le périmètre de la ville, diffuse-leur des tubes pop d'avant-guerre en boucle ou, mieux encore, un extrait de livre audio pour dormir jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec la berceuse. Le hacker sourit. Stephen Hawking sur les trous noirs, peut-être qu'il contemple le vide. Manuel déposa la capsule de Phil Grastim au centre de la carte. Si la ligne se rompt, le groupe de repli s'enfuira clandestinement vers le sud. Pas de héros qui meurt pour un trésor, notre seule victoire réside dans la persévérance. Dehors, des torchers vacillaient le long des barricades. Des enfants, trop faibles pour se battre, collaient leur visage aux lattes, murmurant des remerciements au passage des volontaires. Et à chaque remerciement murmuré, Manuel sentait un poids nouveau s'installer dans ses muscles. Ces gens n'étaient plus des patients, c'étaient des camarades, persuadés que leur pouls pouvait rééquilibrer l'histoire. L'aube éclata sous les fusées éclairantes. Les troupes d'occupation ouvrirent le feu avec des obus thermobariques, transformant la maçonnerie en un rideau de poussière. Mais la première vague trébucha dans des rues dévastées, des tranchées dissimulées sous des bâches, des fils-pièges déguisés en banderoles. Un camion chargé d'infanterie disparut dans une explosion de chlore de piscine enflammant les vapeurs de diesel, l'onde de choc retentissant comme une cloche de l'apocalypse dans la vallée. Les volontaires s'élancèrent dans les ruelles, tirant et disparaissant, les ravitailleurs filant sous les balcons pour réapprovisionner les flancs. Manuel travaillait au triage à la lueur d'une lanterne dans le sous-sol de l'école, devenue une salle d'urgence imprégnée de vapeur de sang. Il recousait des bras, réparait des fractures, injectait de l'adrénaline à un garçon dont les poumons s'étaient affaissés suite à une surpression due à l'explosion. Chaque fois que les sirènes hurlaient à la surface, il entendait l'assaut se rapprocher. Pourtant, entre deux sutures, il jetait des coups d'œil furtifs à la capsule de Phil Grastim qui refroidissait dans un coin, sa diode verte clignotante, patient comme un moine. Il pensa, je suis devenu à la fois scalpel et bouclier, et aucun des deux ne suffit. En milieu de matinée, le commandant de l'autorité fantoche, le colonel Volkova, autrefois attaché au corps médical des Spetsnaz, a exigé la reddition par haut-parleur. Sa voix était grinçante, avec la fureur glaciale de quelqu'un contraint de gaspiller des troupes d'élite dans un cirque de province. Docteur Garcia. Je vous connais par votre nom. Restituez le matériel biologique et je garantis l'évacuation des civils. Manuel grimpa jusqu'à la fenêtre brisée. La fumée colorait le jour d'une teinte sépia maladive. Il saisit un mégaphone récupéré dans un placard de fanfare et répondit, les garanties expirent. Je les remplace par des résultats.
Il prit une seringue contenant 10 ml de filgrastim. Premier résultat, vous reculez, les enfants survivent. Deuxième résultat, vous avancez, la moelle osseuse survit sans vous. Le colonel a répondu en bombardant la cour. La bataille se transforma en carnage. Mais à son apogée, le virus du hacker finit par s'infiltrer dans le système de contrôle des drones du bataillon. Des multirotors filaient du ciel tels des anges hurlants, leurs turbines obstruées par de faux échos GPS. Les volontaires poussèrent des acclamations à un rugissement unique et rauque, aussi primitif que le feu. Dans la confusion, Elodie mena une offensive d'avant-garde qui s'empara de 3 véhicules blindés, pointant leurs mitrailleuses vers l'extérieur. La situation vacilla. Le colonel Volkova, privé de visibilité aérienne, ordonna à ses troupes restantes d'incendier la clinique plutôt que de la capturer. Les lance-flammes avancèrent, crachant des langues de napalm. Manuel sentit une vague de chaleur descendre dans l'escalier. Si le sous-sol prenait feu, le filgrastim s'éteindrait en quelques minutes. Les choix se réduisaient à une solution binaire, fuir ou se sacrifier. Mais les enfants sur les lits de camp s'étaient mis à rire d'une voix éraillée au rire parce que les globules blancs affluaient maintenant dans leurs veines et que l'agonie s'estompait comme un cauchemar aperçu depuis un rivage éveillé. Il monta à grands pas, les poumons gonflés de fumée, et trouva un opérateur de lance-flammes allumant des mèches près des magasins chirurgicaux. Sans réfléchir, Manuel lança un plateau en acier dans le casque de l'homme, le bruit s'ensuivit, le stupéfiant. Un autre garde brandit un fusil, Manuel se baissa, sentit du bois frôler le cuir chevelu et plaqua le garde contre des débris enflammés. La douleur lui parcourut l'épaule tandis que le plastique fondait la chair, mais il arracha le fusil, frappa la crosse une fois, puis deux, jusqu'à ce que le garde s'immobilise. Puis un coup de pied heurta les côtes de Manuel. Il roula, haletant, et fit face à la colonel Volkova, couteau de combat au poing. Vous gaspillez votre énergie avec des paysans, gronda-t-elle, la voix chargée d'idéologie. Le devoir exige la hiérarchie. La médecine pour les dignes. Ils sont dignes parce qu'ils saignent, grogna Manuel. Volkova bondit. Éclat de l'âme. Le monde de Manuel se réduisit à des schémas anatomiques, radius, cubitus, carotide. Il déviait, pivotait, coinçait le canon du fusil sous son bras et serrait. Le coup lui déchira le tendon. Volkova s'effondra, hurlant plus de rage que de douleur. Mais la détonation d'une bombe de napalm derrière les projeta tous deux en l'air. Les flammes absorbaient l'oxygène, une fumée noire lui martelait les poumons. Manuel rampa à travers le plastique fondu, se traînant du bout des doigts jusqu'à ce que des bras le saisissent, Renard et le maire le tirant dans le vent de la ruelle. L'air frais gifla son visage couvert d'ampoules. Derrière, l'aile nord de la clinique crépitait comme des os secs qui se brisent. Pourtant, les portes du sous-sol s'ouvrirent et des volontaires surgirent, portant la capsule de filgrastim bien au-dessus de leur tête, sa diode clignotant toujours allumée. La place du village s'est écroulée sous un tonnerre d'applaudissements. Manuel s'est affaissé contre le piédestal d'une fontaine, les larmes coulant sur la suie. Quelques secondes plus tard, Elodie s'est agenouillée, serrant sa main brûlée. La ligne a tenu, a-t-elle dit. Il se replie pour se regrouper. Pas assez, murmura Manuel, le goût du fer sur la langue. Ils nous assiégeront d'ici ce soir. Alors on s'exfiltre, demanda Renard. Non, dit Manuel en se forçant à se redresser. Nous exportons. Il scruta la foule aux des mineurs couverts de cendres, des vignerons serrant des fusils plus gros que leur corps, les enfants clopinant maintenant sur des jambes à moitié fortes pour regarder l'histoire basculer. Ce soir, nous chargeons chaque vélo et chaque charrette tirée par un âne de médicaments. Nous nous dispersons dans chaque hameau en criant espoir. L'occupation ne peut pas sectionner 100 artères d'un coup. Quelqu'un a protesté, et le sérum. Manuel fit un signe de tête vers la capsule portée par Shepard et Hacker. Reste ici comme l'heure. Qu'il traque un coffre vide. Nous transporterons des doses dans des thermos remplis de solutions salines, de la glace et des miracles cachés sous le camouflage de l'ordinaire. Les yeux d'Elodie brillaient. On transforme la moelle en monnaie de contrebande. Plongé dans l'évangile, corrigea Manuel. La parole de guérison traverse les frontières plus vite que les chars. Les acclamations ondulaient, irrégulières mais enflées, le trémolo du défi accordé par la nécessité. Manuel escalada la fontaine, ignorant la douleur des brûlures qui s'accumulaient sous les bandages. Il leva le poing. « J'étais chirurgien », cria-t-il, sa voix rompant le silence. « Je le suis toujours. Mais aujourd'hui, la chirurgie quitte le corps pour entrer dans le corps politique.
Nous excisons la pourriture. Nous cautérisons la tyrannie. Nous greffons le courage là où la peur s'était logée. C'est notre aventure, meilleure que n'importe quel streaming nocturne, meilleure qu'un hologramme promis par une pub pour un livre audio, meilleur que les films. C'est désordonné. C'est mortel. Mais c'est la nôtre, et elle saigne en avant. Il marqua une pause, le souffle court, comme s'il écoutait un cardiogramme interne se synchroniser avec le pouls de la foule. Il pensait qu'une ogive et un peloton pourraient clore le récit. Ils ont oublié que chaque fin est une virgule quand on se rappelle comment écrire sa propre suite. Alors, allez-y, écrivez-la. Faites passer la moelle, la vérité, le refus de s'agenouiller. À cet instant, Manuel cessa d'être seulement le médecin de la ville. Il en devint le larynx, le métronome, mesurant le temps à l'aide des battements de cœur retrouvés. Et même si la fumée voilait encore le ciel, la journée semblait momentanément libérée de la terreur. L'après-midi se transformait en crépuscule tandis que les convois se préparaient. Les vélos claquaient sous le poids des caisses, les charrettes tirées par des ânes tintinabulaient, les thermos enveloppés dans des couvertures. Le pirate informatique avait raccordé des radios portables pour transmettre des rafales de morse à travers des antennes relais abandonnées, un jeu de cache-cache rudimentaire. Renard avait équipé Esperanza de faux panneaux latéraux au cas où elle devrait attirer des éclaireurs d'occupation vers le sud. Manuel frottait sa chair brûlée à l'eau distillée, la douleur luisant comme un néon. Le berger priait sur ses points de suture, le maire signait les manifestes de transfert comme un intendant. Des enfants se rassemblaient dehors, dessinant à la craie sur le trottoir des soleils tordus. L'un d'eux dessinait une fusée comique intitulée Livre audio science-fiction sur son fuselage, des traînées d'étoiles courbant autour de bonhommes allumettes souriants. Manuel faillit pleurer en voyant l'espoir représenté au crayon. La première étoile du crépuscule vacilla au-dessus de nos têtes lorsqu'un appel urgent crépita dans le poste du pirate. Une cellule de réfugiés près d'Angers s'était révoltée au poste de contrôle. À la nouvelle du vol de Phil-Grastim, la garnison ouvrit le feu, mais les rebelles s'emparèrent de munitions dans le chaos et marchaient dans cette direction. Idem pour les messages de Chartres, Chinon, Le Mans. La vallée s'embrasait. Mais la bonne nouvelle portait une ombre. Une autre interception révélait l'autorisation du haut commandement pour une frappe aérienne, un seul missile Kinzhal, une charge anti-bunker, une état inconnu. De quoi raser Saint-Martin et tout ce qui respirait dans un rayon de 10 pâtés de maison. Le berceau du soulèvement allait devenir une tombe ouverte. Renard jura. Élodie frappa un mur si fort qu'il en saigna les articulations. Certains conseillèrent une évacuation immédiate. D'autres plaidèrent pour une intervention immédiate, réclamant le martyr à venir pour le moral. Manuel écouta, la tête baissée, puis leva les yeux comme un homme sortant d'une opération chirurgicale profonde. « Pas de tombe, dit-il. Nous avons survécu à trop de prédictions funestes. Nous leur refuserons même le spectacle de nos cendres. » Il ordonna à tous les convois en partance de partir dans l'heure, transportant tous les combattants sauf une vingtaine. Ceux qui resteraient pilleraient la ville de ses objets de valeur et piégeraient chaque cache afin que les équipes de recherche ennemies ne trouvent que des geysers d'éclats d'obus. « Et toi » demanda Élodie. « Je conduis Esperanza » répondit Manuel. « Capsule à bord, balise allumée. Ils supposeront que le remède est toujours là. Nous attirerons le missile vers l'est, sur des terrains découverts, ferons exploser des leurs, survivront à l'explosion, puis disparaîtront dans les forêts. » Renard protesta, mais le ton de Manuel ne souffrait aucune contestation. Un chirurgien prenait parfois des risques seul, aujourd'hui, le risque était devenu continental. Minuit, Esperanza fonçait à travers les champs de blé en jachère, phares éteints, feux de position allumés comme des balises infrarouges. Dans la soute, la capsule de Phil-Grastim était boulonnée au sol, mais à l'intérieur n'attendaient que des packs de glace et des fioles de verre brisées, un sacrifice pour que les doses réelles puissent être acheminées en toute sécurité vers les enfants qui rêvaient déjà sous d'épaisses couvertures de morphine et de moelle osseuse naissantes. Tout là-haut, des relais de drones dessinaient des arcs de pluie d'étoiles, triangulants. Manuel agrippait le volant, les épaules enflammées par les brûlures. À côté de lui, la pirate surveillait une antenne radar artisanale, dont les chiffres défilaient en vert fluo sur un écran fissuré. Lorsque le différentiel d'altitude atteignit un pic, elle aboya, piqué terminal 600 mètres par seconde. Le marteau de Dieu en approche. Renard, conduisant une escorte sur un quad réquisitionné, démarra 40 mètres plus loin. Manuel freina brusquement et s'écrasa contre un vieux canal d'irrigation renforcé de ferraille. Il bondit, entraînant le pirate. Quelques secondes plus tard,
le Kinzhal hurla au-dessus de nos têtes tel un ange gémissant porteur d'annihilation, puis suivit le fantôme thermique d'Esperanza projeté par des leurres de fusées éclairantes. Une lumière blanche frappa l'horizon. L'explosion transperça les côtes et les poumons comme le poing d'un géant. La terre trembla, le ponceau se déforma mais résista. Une pluie de braise siffla sur la boue. Une fois l'onde de choc passée, Manuel sombra dans un silence glacial. Il sentit l'ozone, le blé brûlé et l'incrédulité. Esperanza avait disparu à un cratère où le camion avait semé l'oubli. Mais le chirurgien et ses complices étaient toujours vivants, blottis sous terre dans une armure d'emprunt. Suffisamment vivants pour poursuivre l'opération, assez vivants pour entendre le crépitement de la radio rebelle confirmant que des convois franchissaient les points de contrôle tandis que les garnisons se précipitaient vers les ruines fumantes. Manuel sentit le sable et rit un son rauque et sauvage. C'est un missile qu'ils ne recycleront pas. La hackeuse sourit, du sang luisant sur la tempe. L'histoire est bonne, dit-elle d'une voix tremblante. Je vais faire un livre audio d'une sacrée édition spéciale Apocalypse. Et nous n'en sommes qu'à la moitié, répondit Manuel, le cœur battant au même rythme qu'il avait entendu il y a longtemps dans un bloc opératoire au-dessus de Madrid, juste avant qu'il ne ramène à la vie un homme mourant. À l'aube, les fugitifs atteignirent la limite forestière de la forêt d'Orient, se frayant un chemin parmi des vignes sauvages dont les raisins étaient désormais plus riches en plomb qu'en sucre. Ils rejoindraient les milices viticoles, suivraient des tunnels de drainage vers le nord, puis se diviseraient à nouveau comme des spores emportés par le vent. Le sérum circulerait le long de 1000 veines cachées, chaque dose insufflant la défiance dans la moelle osseuse comme dans l'esprit. Manuel s'arrêta à l'orée ombragée par les chênes, regarda Saint-Martin désormais réduit à une traînée de fumée et de souvenirs et se demanda si un jour la ville pourrait se reconstruire sur l'espoir plutôt que sur l'incrédulité calcinée. Il ne pouvait le savoir. Mais il savait que chaque pas qu'il ferait ce soir-là réécrivait les calculs de l'occupation, la maladie de la révolte métastasait. Il pressa la paume de sa main sur la dose de filgrastim serrée sous sa veste, son dernier flacon personnel, une assurance contre la trahison, et murmura en espagnol, pour chaque vie sauvée, nous empruntons un avenir. Le vent emporta ces mots dans les feuilles comme des ordonnances déchirées. Quelque part plus profondément dans la forêt, une voix solitaire se mit à chanter douce, provocante, le refrain d'un tube d'avant-guerre autrefois commercialisé sur des playlists intitulées « Ambiance road trip »,« Livre audio pour dormir »,« Mix aventure ». La poitrine de Manuel se serra devant l'absurdité, puis il se joignit au cœur, la voix rauque mais assurée. D'autres ajoutèrent l'harmonie jusqu'à ce que le mur de la forêt vibre d'un hymne improvisé. Dans cette union brute, Manuel percevait la moelle de la révolution, des voix ordinaires, une oreille imparfaite, inexpérimentée mais inflexible, plus forte que des moteurs de drone ou des ordres de cuivre. Et il pensa, mieux que le livre audio du film, le monde lui-même improvisant un récit, déployant l'espoir comme une bande magnétique dans l'air marqué par la bataille. Il ajusta son manteau brûlé, fit un signe de tête à Élodie et s'avança dans les arbres. Le vent étranglait la cime des arbres de la forêt d'Orient jusqu'à ce que chaque tronc gémisse comme le mât d'un navire. Manuel comptait ses gémissements comme d'autres fugitifs comptent leurs grains de chapelet, mesurant la nuit au craquement et au sifflement des branches qui trahiraient le rotor d'un drone ou le crissement de bottes étrangères. Quelque part derrière lui, l'enveloppe calcinée de Saint-Martin brûlait encore, mais elle était devenue une étoile fixe dans sa mémoire visible seulement lorsqu'il tournait son esprit dans la bonne direction, lointaine mais brûlante. Devant lui s'étendait un continent qui se fendait comme un sternum, les côtes exposées au scalpel froid de l'occupation. Et dans cette blessure palpitait un murmure de révolte grandissant que personne, et surtout Manuel, ne pouvait désormais contenir. La caravane avançait par à-coups, des éclats de lumière vacillaient à travers les aiguilles de pin tandis que les contrebandiers testaient leurs lampes de poche, puis les tuaient, le cliquetis des chaînes de vélo, la douce plainte des ressorts des charrettes, le bruit sourd des thermos remplis de sérum de contrebande heurtant les panneaux de bois. C'était à la fois un pèlerinage et un exode, la moelle de la rébellion clapotant littéralement dans les boîtes de thé et les glacières de camping cabossées, ornées de paille pour étouffer le tintement du verre. Manuel marchait près du centre, ses brûlures bandées, une seringue unidose glissée dans sa poche de poitrine comme une fleur pressée. Au pire, cette fiole serait sa monnaie d'échange ou son ultime miséricorde, il ne savait pas encore laquelle. L'aube était turquoise lorsque la colonne atteignit les ruines envahies par la végétation de Troie. Le lierre étranglait les statues sur la place, et la nef de la cathédrale s'ouvrait sur le ciel telle une cage thoracique fossilisée. Là, ils se séparèrent par l'eau préétablie, des charrettes virant au sud-est en direction du couloir du Rhône, des vélos pédalant plein nord pour sillonner les villes minières belges, une poignée de coursiers se faufilant dans les catacombes parisiennes dans l'espoir de réveiller les cellules souterraines dont la rumeur disait qu'elles y dormaient. À chaque équipe, Manuel donna 2 choses, un guide de dosage au crayon,
griffonné sur du sparadrap chirurgical, et une phrase qu'il se força à répéter jusqu'à en avoir la langue meurtrie, « Nous guérissons d'abord, nous combattons ensuite, et nous n'échangeons jamais le sang des enfants contre des munitions. » Ils hochèrent la tête, certains avec des larmes luisant dans leurs yeux creusés par la fatigue, puis disparurent entre des immeubles en ruine, portant leurs fardeaux comme des reliques sacrées. Renard, Élodie, la hackeuse dont Manuel apprit finalement le nom était Victoire et le berger restèrent à ses côtés, rejoints par une demi-douzaine de nouveaux venus, matérialisés par le grésillement radio de minuit, Sophia, une épidémiologiste lisboète reconvertie en cuisinière, Ilia, un pilote de drone déserteur aux paupières ravagées par des cauchemars, Zara et Malik, frères et sœurs issus des corporations du textile lyonnaise, qui portaient des fusils à verrou enveloppés de drapeaux d'usine, et un moine radio irlandais connu sous le nom de Frère Finn, dont la voix pouvait résonner à travers les failles ionosphériques avec l'aplomb d'un disque jockey des années 70. Ils formaient une équipe chirurgicale disparate pour un patient de la taille d'un continent. Leur mission immédiate se déroulait à 300 km à l'est, dans la capitale fantoche de Dresde. Les renseignements transmis par Ilia suggéraient que le laboratoire pharmaceutique central de l'occupation avait synthétisé un stimulant médulaire de deuxième génération, plus puissant que le filgrastim, sous le nom de code Nebulanine. Lors d'essais limités, le médicament réduisait de 40% le temps de récupération cellulaire des nouvelles murmurées sur les fréquences de résistance comme une promesse de résurrection. Le HIC, la chaîne de production de Nebulanine était sans personnel, entièrement automatisée et stockée derrière des coffres biométriques reliés au cabinet du Premier ministre. On ne prenait pas d'assaut un tel endroit avec des fusils, on le découpait avec précision, comme Manuel le ferait pour un anévrisme près du nerf optique. Il n'accepta la mission qu'après que Clara, les joues roses, les cheveux poussant en touffe sur la cicatrice de suture, lui eut tendu une grue en papier plié à partir de l'emballage de sa dernière gaufrette au glucose. « Ramenez plus de dragons », dit-elle, faisant référence au conte du soir que Victoire écoutait en streaming depuis une vieille tablette, des enregistrements autrefois vendus dans des playlists étiquetées livres audio, best-seller complet, avant que les plateformes de contenu ne s'effondrent. Manuel rangea la grue à côté de la seringue. Les dragons aussi avaient besoin de moelle. 3 nuits plus tard, ils atteignirent le Rhin, à la hauteur d'un pont ferroviaire abandonné dont les poutres frémissaient au vent comme des membres arthritiques. Des projecteurs balayaient la rive opposée, des escouades de mercenaires patrouillaient en meute de 4. Le pont lui-même était miné de charges de contact peintes au gel luminescent. Manuel étudia le réseau aux jumelles, cataloguant les arcs de détonation comme il avait autrefois catalogué les stans coronaires. « On ne peut pas couper les fils », murmura-t-il. Il faut gagner du temps en traversée avant même que les mines n'enregistrent la masse. Ilia proposa une solution, un vieux modèle de drone cargo, stocké dans une grange à 2 km en amont, assez grand pour transporter une petite équipe, les rotors encore utilisables si quelqu'un recablait le réseau de condensateurs. Le sourire de Victoire s'illumina. « Donnez-moi 40 minutes et du ruban adhésif, dit-elle. » Le drone, baptisé Hippocrate, s'éleva en titubant dans le ciel peu après minuit, transportant Manuel, Élodie et Zara sur une palette suspendue sous son ventre. Le vent fouettait leurs manteaux, le Rhin luisait comme de l'obsidienne fendue en contrebas. Les artilleurs sur la rive opposée crurent d'abord à un éclaireur défaillant et hésitèrent, suffisamment longtemps pour qu'Hippocrate vomisse sa cargaison humaine derrière un silo incendié et s'élève en titubant, suivant une trajectoire de voleur. Le temps que les balles traçantes scellent son fuselage, le trio se faufilait déjà à travers les rangées de soja vers l'autoroute. Renard et l'équipe au sol suivirent à l'aube sur une barge d'assainissement volée, les vapeurs d'eau usées masquant leur signature thermique. Contre toute attente, aucune alarme ne se déclencha. Dresde s'étendait devant, des tours de centres de données reconvertis surplombant des ruines baroques telles des vertèbres fusionnées avec des circuits. Des bannières d'entreprises flottaient entre celles du gouvernement, l'unité PAR l'ordre s'accompagnait désormais de nouveaux slogans en anglais, l'avenir écoute. Manuel goûtait à la bile. La propagande avait appris le bilinguisme, juste à temps pour instrumentaliser des algorithmes avides de raccourcis moraux. Ils entrèrent dans la ville déguisés, Manuel et Sophia portaient des blouses de chirurgiens volés à un coursier de l'Étoile Rouge, Victoire trimballait un faux scanner de risque biologique, Élodie se faisait passer pour une escorte armée, les autres pour le transfert de patients pour une prétendue urgence dans un service de brûlés. À l'intérieur du cordon extérieur, les postes de contrôle géraient les convois médicaux en quelques minutes, le triage radioactif l'emportait sur la bureaucratie. L'imagerie thermique ne les refusa qu'à une seule porte, mais Frère Finn toussa du sang sur commande, feignant une rechute, et les gardes leur firent signe de passer en détournant le visage. Dans les économies de terreur, la contagion l'emportait toujours sur la peur de l'infiltration. Le laboratoire pharmaceutique,
surnommé le Bastion Helix, occupait la carcasse de ce qui avait été l'usine transparente de Volkswagen, une cathédrale de parois de verre et de voies automatisées construite pour les berlines électriques avant que la guerre ne plonge l'Europe dans la rechute de l'ère pétrolière. Désormais, des bras robotisés transportaient des capsules en acier inoxydable sur des rails entre des chambres à pression négative, et les tapis roulants bourdonnaient de berceuses mécaniques stables tandis que des moniteurs cardiaques manucuraient pour la sérénité. Les schémas volés par Ilya les guidaient vers un conduit d'aération auxiliaire suffisamment étroit pour être qualifié de trachée, selon la métaphore anatomique de Manuel. Ils rampaient en file indienne, des aimants attachés à leurs bottes pour court-circuiter les capteurs de mouvement. L'aluminium grattait la peau, l'air recyclé empestait l'éthanol et l'ozone. Lorsqu'ils atterrirent dans un couloir de maintenance, un drone piloté par IA tournoya au-dessus de leur tête, ses optiques vertes clignotant. Elodie tira une fléchette IEM au cadeau d'ingénieurs réfugiés à Orléans qui cloua le châssis en pleine pirouette. Le robot claqua et produisit des étincelles. Victoire communiquait avec son cortex via une prise neuronale. Télémétrie purgée, murmura-t-elle. Nous sommes des fantômes. Il leur restait 9 minutes avant que les systèmes redondants ne redémarrent, 8 avant que les scanners biométriques ne signalent un accès imprévu aux portes. Manuel actionna la serrure centrale avec une pointe de scalpel transformée en broche de dérivation. La trappe de la salle blanche soupira, une lumière blanche se répandit comme un anesthésiant. Au-delà se trouvaient Nébuleuse 9, des bioréacteurs bulbeux d'un éclat Egmarine, des rangées de centrifugeuses tournant à 30 000 tours par minute, des supports de flacons miroitants de givre. Sophia laissa échapper un souffle qui embua sa visière. « C'est magnifique, dit-elle. » La beauté dépend du dosage, répondit Manuel en franchissant le seuil, comme la morphine ou l'amour. Ils téléchargèrent les journaux de production, il ne restait que 480 flacons, la moitié destinée à être transportés par avion vers un bunker en panne d'électricité sous les Carpates. Les robots essaims de l'entrepôt remplissaient déjà les caisses. Le plan de Manuel pivota en quelques microsecondes, pirater le serveur, réacheminer la livraison, saboter le rapport de contrôle qualité pour masquer le stock manquant et s'exfiltrer avec au moins 100 doses. Leurs outils, scalpel, code et désespoir. Victoire a implanté une faille 0D surnommée Dream Eater dans l'ordinateur central Helix. Les écrans ont clignoté, affichant brièvement des répliques d'un conte de fées pour enfants vendu autrefois comme livre audio, avant de revenir à un dialogue de données normal. Erreur de diagnostic intentionnelle, les techniciens n'ont constaté qu'un problème passager. Pendant ce temps, Zara et Malik ont forcé les scellés des caisses et échangé les codes-barres, de sorte que les manifestes sortants concordaient toujours. Manuel a supervisé l'extraction avec le calme d'un responsable de bloc opératoire, surveillé les constantes vitales, anticipé les chocs, clampé le risque d'hémorragie. Mais l'hémorragie provenait de l'extérieur où des coups de feu résonnaient dans le couloir B. Patrouille du réseau en avance, dit Ilya d'une voix rauque dans les communications, d'une voix métallique et pressante. Voix de secours compromise. Elodie referma la dernière caisse. On improvise, dit-elle en soulevant un sac de sport chargé de Nébuleuse 9. Ils firent un détour par une salle d'exposition abandonnée depuis les galas automobiles d'avant-guerre, le verre sous les pieds craquant comme des vertèbres fragiles. Des projecteurs holographiques s'allumèrent, un script publicitaire infaillible diffusant en boucle des images de voitures de luxe racées filant à travers les Alpes baignées de soleil, tandis qu'un narrateur placide offrait un monde de réconfort aux conducteurs qui rêvent. Sophia éclata de rire. Le confort est en rupture de stock indéfini, dit-elle en soulevant sa trousse de premiers soins. Dehors, les sirènes retentissaient en spirale. Des drones ratissaient les allées. Pourtant, le pouls de Manuel restait mesuré, les tableaux de dosage dans sa tête ne laissaient aucune place à la panique. Arrivé à la cage d'ascenseur, il détacha une échelle de service et fit un geste. Monter 14 mètres jusqu'au toit. Sauter sur le parking adjacent. On sort par les canaux d'évacuation des eaux pluviales de la ville. Il grimpa le premier, ses côtes frottant contre les barreaux. Le sac de sport cognait entre ses épaules, chaque fiole une promesse fragile. Il sentit le fer au fond de sa gorge et se souvint du rituel du chirurgien, inspiré, compter jusqu'à 4, expirer, le doute. Le toit était une toundra de panneaux solaires brisés par les averses de grêle de l'hiver dernier. Le vent soufflait. Les sirènes clignotaient en violet à l'horizon. Ils traversèrent les panneaux en courant, leurs bottes claquant sur le verre, puis franchirent une allée d'1 mètre de large pour atteindre le parapet effondré du parking. Victoire faillit le manquer, les doigts s'agitant, Zara Laïssa. Des coups de feu éclatèrent en contrebas, les forces de sécurité envahirent le quai de fret pour découvrir des caisses vides étiquetées pour un transport aérien vers le nord.
Manuel s'autorisa un sourire, les livres audio pour dormir conseillaient toujours de se détourner ou se concentrer sur une image, laisser l'esprit vagabonder, il avait donné une image à l'occupation, et maintenant leurs esprits poursuivaient le fantôme. Ils descendirent la rampe, traversèrent des escaliers en colimaçon et pénétrèrent dans la pénombre feutrée du canal souterrain. L'eau empestait le diesel et les algues. Ils pataugèrent jusqu'aux genoux, leurs phares voilés. Les échos ricochèrent comme des sonars. Ilia scruta le ciel à la recherche de signatures de drones. Rien pour l'instant. À mi-chemin d'une écluse de sortie, un mur d'eau rugit derrière eux, les vannes du barrage du canal s'ouvraient, le protocole de détection de sabotage emportant les preuves en aval. Des turbulences frappaient les cuisses. Élodie jura en agrippant la sangle du sac. L'eau écumait jusqu'aux épaules. Malik perdit prise et partit sur le côté, frère Finn le rattrapa, mais perdit l'équipement radio. Les signaux s'éteignirent. Manuel se redressa, les veines du cou se dilatèrent, ses poumons aspirant un air fétide. Le sac menaçait de l'entraîner sous l'eau. L'espace d'une seconde, il envisagea de poignarder le sac, injectant Nébuleuse 9 dans la rivière plutôt que de la livrer au cru. Mais la main de Sophia trouva son col. Elle hurla par-dessus le torrent, l'espoir flotte, docteur, et, ensemble, ils donnèrent un coup de pied vers une échelle de maintenance en fer, rouillée et scintillant. Ils firent irruption dans la bruine nocturne derrière le stade du marathon. Les projecteurs chassaient les nuages ailleurs, les chiens aboyaient vers l'est. Ils avaient échappé à la mort, sauf, réalisa Manuel, pour un détail, les couloirs d'extradition, les chasses à l'homme régional et la vengeance nouvellement avivée du gouvernement fantoche. 2 aubes plus tard, ils retrouvèrent des convois dans un verger de Silésie où les fleurs de pommier osaient encore éclore comme des confettis pour les vivants. Des messagers de Troyes diffusaient déjà les légendes du stand de Saint-Martin, et les fioles de Nébuleuse 9 multipliaient ces rumeurs par des textes sacrés. Emmanuel, un adolescent maigrichon traînant une enceinte solaire, écoutait à plein volume l'enregistrement piraté d'un classique de la science-fiction où des fragments d'Asimov tronqués par la corruption des données et des enfants dansaient dans des allées en terre battue. Manuel les observait avec une pointe de culpabilité du survivant et une crainte paternelle. Il n'était venu que pour soigner la moelle osseuse, il avait fait exploser le mythe. Cet après-midi-là, un conseil de 36 chefs de cellules se réunit sous des tentes en toile tendue. Certains arrivèrent à cheval, d'autres dans des jeeps hybrides rapiécés de ferraille. Ils représentaient des collectifs d'abattoirs, des guildes du textile, des pirates informatiques des égouts de Prague, des guérilleros alpins slovènes et un chœur de religieuses qui faisaient passer clandestinement du code par le chant grégorien. Ils débattirent des ressources, des protocoles de communication, de la chaîne de commandement. Manuel écouta en silence, jusqu'à ce qu'Élodie lui donne un coup de coude. « Il faut inciser, dit-elle. Il faut couper court au doute. » Il se leva. La pluie crépitait sur les bâches de diesel, comme des applaudissements de fantômes hésitants. « Je suis médecin, » commença-t-il d'une voix rauque, « alors je vais parler en termes de symptômes. Notre continent souffre de tumeurs malignes, qui se métastasent sous l'effet de la propagande, de l'indifférence et de l'anesthésie de la peur. Aucun scalpel ne suffira à exciser cette tumeur, nous avons besoin d'une intervention chirurgicale coordonnée, un seul corps, plusieurs instruments. » Il brandit une fiole de Nebulanine. « Ce médicament n'est pas le salut. C'est une démonstration, nous volons les tyrans pour soigner les faibles, et en guérissant, nous recrutons les incertains. Chaque enfant qui résiste aux radiations devient un porte-parole de campagne pour la vie. Cela terrifie notre ennemi plus que les fusils. » Il croisa tour à tour chaque regard. C'est pourquoi nous proposons l'opération glande lymphatique, créer des cliniques mobiles de moelle osseuse à bord de convois blindés, franchissant les zones meurtries par la guerre. Chaque patient guéri devient porteur d'espoir, chaque clinique un ganglion. L'occupation frappe, le réseau lymphatique redouble de flux ailleurs. L'insurrection médicale est une insurrection logistique. Nous bloquons les lignes d'approvisionnement en multipliant des variables incontrôlables, des volontés qui ne s'éteindront pas. Sophia projetait des modèles d'infection sur un drap de lin, Ilia superposait des heures d'interdiction de vol pour les drones, Victoire dévoilait des clés de chiffrement intégrées à des progressions d'accords de berceuse si simples que les enfants pouvaient les mémoriser et les diffuser. Frère Finn suggéra d'utiliser des fréquences FM abandonnées, juste en dessous de la bande commerciale, là où, étonnamment, certains autoradios effectuaient encore un balayage automatique. Nous déguiserons les directives en bulletins météo, puis glisserons des strophes de poésie interdites pour la vitamine morale. Des acclamations fusèrent. Une fois le débat terminé, le Conseil ratifia le plan de Manuel à l'unanimité.
Le commandement tourna, horizontal comme une prairie au pas de commandant à décapiter. La résistance se rebaptisa officiellement l'Alliance de la Moi libre. Manuel trouva ce titre à la fois prétentieux et étrangement approprié, il ne promettait pas la libération, seulement la matière première pour que les corps puissent la poursuivre eux-mêmes. Cette nuit-là, autour des feux de baril, les histoires se répandirent plus vite que le Bourbon bon marché, comment Esperanza avait attiré un missile, comment des enfants restèrent éveillés des heures après que des injections les eurent déclarés en phase terminale, comment le serment d'un chirurgien se transforma en appel aux armes. Certaines exagérations firent des étincelles, Manuel déviant les balles avec une lame de scalpel, Nebula 9 ressuscitant les morts. Il gronda les compteurs sans conviction, mais Victoire lui fit un clin d'œil. Les mouvements ont besoin de mythes, dit-elle. Nous sommes en train de rédiger l'édition apocalyptique du livre audio, Docteur. Il ne pouvait pas être totalement en désaccord. Les gens étaient blottis dans leur couverture côte à côte comme les pages d'un texte partagé, et Frère Finn récitait Yid d'une voix de baryton si apaisante que même les sentinelles de nuit se penchaient. Tandis que les étoiles apparaissaient, Sophia murmura « Ils dorment mieux maintenant ». Manuel hocha la tête. Ils dorment parce qu'ils croient que le matin pourrait les choisir à nouveau. Dans tout le camp, des enfants griffonnaient des slogans sur des caisses de munitions, mieux que le livre audio du cinéma vivait votre intrigue. Manuel riait jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses lèvres meurtries. Bien sûr, l'occupation a riposté. En moins d'une semaine, des bulletins d'information fantoches ont qualifié l'Alliance pour la Moi libre de « sectateur bioterroriste ». Des panneaux d'affichage ont diffusé des portraits robots de Manuel, étiquetés ange de l'hémorragie. Des drones ont pulvérisé du gaz neurotoxique sur les vignobles de Saumur, punissant la vallée qui s'était soulevée la première. Pourtant, un phénomène étrange s'est produit, chaque atrocité a multiplié le recrutement. Les cliniques de l'Alliance ont poussé comme des champignons après une pluie radioactive, 17 ans 10 jours, 39 la deuxième semaine. Des routes de courrier ont sillonné le torse ravagé de l'Europe, des cadres ont transporté du sérum aux côtés de tracts citant le discours de Manuel sous la tente d'opération. Lorsque l'occupation a bloqué les liaisons satellites, Victoire a détourné un satellite bancaire et diffusé des reportages clandestins du soir montrant des réfugiés guéris riant devant des bols de ragoût de lentilles. L'étiquette à la fin de chaque diffusion répétait la chaîne de phrases entières qui était devenue la blague interne de la Révolution, livres audio best-seller complets, livre audio fantastique, livre audio pour dormir, livre audio science-fiction, livre audio apocalypse, aventure, livre audio meilleur que les films, un code pour authentifier les véritables transmissions de l'Alliance. Cette phrase a laissé perplexes les analystes à Washington comme à Moscou, les agences d'espionnage ont décrypté ces absurdités à la recherche de codes secrets, ignorant qu'il s'agissait simplement d'un talisman, d'un clin d'œil collectif rappelant la résistance du monde qui a existé et pourrait exister à nouveau s'il persistait. Manuel aimait cette poésie accidentelle, les détritus commerciaux de la civilisation transformés en mots de passe pour la défiance. Mais la victoire restait précaire. Les stocks de Nebula 9 diminuaient, les lignes d'approvisionnement se tendaient, des rumeurs circulaient selon lesquelles des généraux d'occupation courtisaient des armées de mercenaires étrangers en leur promettant des droits de forage dans l'Arctique et l'accès aux réserves d'or européennes restantes. Pire encore, Helix Bastion accélérait sa production sous un confinement draconien. Un second vol serait un suicide. Lors d'un conseil nocturne, Zara proposa une confrontation directe, une marche roulante sur la frontière bavaroise pour diviser les forces d'occupation. Malik suggéra des assassinats ciblés de présidents fantoches. Frère Finn prônait la désobéissance civile de masse, des agriculteurs déversant des cargaisons de céréales, des ingénieurs ferroviaires arrêtant des trains. Les idées s'entrechoquaient comme des scalpels dans un plateau. Manuel écouta, puis constata que toutes les stratégies partageaient un défaut, elles supposaient que l'Alliance pouvait absorber des pertes civiles à l'infini. Il déclara, la survie est notre thèse, pas une note de bas de page. Nous devons frapper une artère symbolique, pas un capillaire civil. Nous leur ôtons leur histoire. La cible est apparue presque par hasard, un gala commémoratif prévu à la salle olympique de Munich, où des marionnettistes prévoyaient de dévoiler l'opération Phoenix, une propagande vantant les mérites de zones de réinstallation volontaire pour les inaptes irradiés. En réalité, il s'agissait de dissimuler une réinstallation massive en prévision d'un génocide aseptisé. Des caméras de nations neutres diffuseraient l'événement, cherchant désespérément du contenu dans un monde en manque de spectacle. Si l'Alliance s'emparait de cette scène exposant Phoenix, administrant Nebula 9 à des enfants en phase terminale en direct, puis appelant les soldats à se retirer où elle pourrait renverser la perspective de l'histoire en une seule image. Le plan est devenu l'opération Open 20. Des semaines de préparation se déroulaient comme de l'ADN, falsification d'accréditation de gala,
insertion de RFID dans des tenues de soirée, dissimulation de micro-seringues dans des fermoirs de nœuds papillons. Manuel répétait son discours jusqu'à ce que la cadence soit palpable. Il ne s'habillerait pas en chirurgien, mais en citoyen, en costume noir uni, une modeste broche du vieux drapeau européen au revers de sa veste. Il monterait sur scène lors du discours d'ouverture, présenterait une frêle jeune fille de Saint-Martin capable désormais de faire des saltos, lui injecterait publiquement du Nebulanine pour prouver qu'il n'y a pas de supercherie, puis s'adresserait aux caméras, « Ce sérum existe parce que les tyrans le stockent, des enfants meurent parce que nous obéissons aux mensonges. » Et il conclurait par une requête, et non un ordre, « Déposez les armes, prenez les stéthoscopes, aidez-nous à ramener le continent à la maison. » La phrase était naïve, il le savait, mais parfois, des mots naïfs sont plus tranchants que des balles cyniques. Quelques jours avant le gala, Manuel était assis seul sur une colline près d'un Goldstad, le Danube serpentant gris ardoise en contrebas. Élodie le rejoignit, silencieuse jusqu'à ce que le vent aplatisse l'herbe. « Êtes-vous prêt à être une cible plus grande que n'importe quel char ?» demanda-t-elle. « J'ai été pris pour cible dès l'instant où j'ai préféré le scalpel au silence », a-t-il déclaré. « Maintenant, je change simplement la taille de la cible. » Elle réfléchit, puis lui tendit son Dragunov. « Au cas où. » « Non, » l'interrompit-il. « Si j'empoche l'arme, les caméras la repèrent. Et la foi meurt. » Élodie soupira. « Tu crois encore que la chirurgie peut guérir la politique ? » « Je crois que les histoires peuvent le faire, » corrigea-t-il en tapotant sa poche intérieure où la grue en papier de Clara dormait à côté de la seringue. « Quand les gens imaginent une fin différente, ils saignent pour la concrétiser. » Elle l'observa avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Alors promets-moi que s'il tire, tu tomberas là où les caméras ne pourront pas te rater. » « Les médecins détestent gaspiller du temps au bloc opératoire, » a-t-il déclaré en haussant un sourcil ironique. Ils échangèrent un bref rire, qui n'était pas tant un rire qu'une forme d'acceptation. Dans la vallée en contrebas, une rangée de tentes de réfugiés scintillait comme des constellations tombées au sol, chaque lumière alimentée par la moelle osseuse libérée par l'alliance de Manuel. Il imaginait ces lumières comme des globules blancs se regroupant pour combattre l'infection dans le corps politique européen. Il se demandait si la réponse immunitaire serait suffisante avant que le patient, la civilisation elle-même, ne sombre dans le coma. La nuit s'épaississait. Le vent transportait de faibles sons de la fréquence radio de Frère Finn, provenant du campement ou des bribes d'un vieux standard de jazz superposé à un code tactique. La phrase réapparut en boucle, livres audio, best-seller, et Manuel sentit un sourire s'illuminer. Cela sonnait comme une absurdité, et peut-être en était-elle une, mais c'était leur absurdité, confectionnée à partir de fragments du monde mort. Et parfois, l'absurdité vous maintenait suffisamment sain d'esprit pour tracer le chemin qui mènerait peut-être un jour à la raison. Il se leva, essuya la rosée de son pantalon et regarda vers l'est, où les lumières de Munich miroitaient d'un or maléfique. « Il est temps d'amputer les illusions, » dit-il. Élodie a tiré une balle par pur rituel. Alors, on se prépare. La neige qui s'est abattue sur Munich le matin du gala semblait, de loin, une bonne nouvelle. Elle a lissé les toits brisés et enterré les cicatrices d'obus, parant chaque lampadaire brûlé d'une innocence éclatante. La ville voulait faire semblant de savoir encore faire la fête. Des canons à bannières sifflaient des banderoles roses sur le parvis du hall olympique, des drones aux couleurs des entreprises grésillaient au-dessus de leur tête, diffusant des teasers en temps réel sur les réseaux de données de Singapour et de Sao Paulo, soyez témoins de la renaissance de l'Europe, Opération Phoenix en direct. Quelque part dans la tour de contrôle, un directeur des médias répétait des balayages de caméras destinés à vendre la miséricorde comme un miracle, le génocide comme une relocalisation en douceur. Manuel descendit du fourgon de transport et pénétra dans ce mensonge scintillant avec la sérénité d'un chirurgien entrant dans un service de traumatologie. Il portait un smoking de location, taillé juste assez pour cacher des cicatrices de brûlure, le petit pins du drapeau européen d'un bleu cobalt scintillant sur son revers. À ses côtés marchait Clara, son lapin en jean en écharpe sur la poitrine, les joues presque rosies par la nébuleuse 9. La présence de la jeune fille était le tranchant de cette opération, une réfutation vivante. Un seul regard sur elle et le récit orchestré de l'occupation déversait une hémorragie de vérité. À l'intérieur du quai de chargement, le personnel s'activait en blouse repassée, scannant les badges d'identité. Les faux identifiants de victoire s'étaient répandus dans la base de données de l'événement tel des parasites bienveillants, les scanners de sécurité émettaient des signaux verts pour l'entourage rebelle, Manuel était répertorié comme consultant médical principal, Clara comme patiente témoin alpha, Élodie déguisée en garde pédiatrique, Sophia et Zara intégrées comme techniciennes cliniques. Frère Finn errait parmi l'équipe audiovisuelle en soutane sombre,
les puces vocales intégrées au micro du pupitre. Tout était prêt, sauf l'histoire, qui honorait rarement ses rendez-vous. Les coulisses bourdonnaient de fast-food des LED à la kétamine. Des danseurs en costume de phénix s'entraînaient à des pirouettes, leurs plumes bordées de flammes de fibre optique. Une chorale d'enfants marmonnait des prononciations latines. Des dignitaires fantoches circulaient, leurs flûtes à champagne embuées par le souffle. Manuel les écoutait se vanter des quotas atteints, des kilomètres de clôtures de zones de sécurité érigées, des paquets de nourriture optimisés en calories pour les évacués irradiés à un langage clinique aussi délicat qu'un coup près. Il annotait chaque phrase comme une liste de contrôles préopératoires, pathologies identifiées, lignes d'incision tracées. À 10 heures précises, les lumières de la salle s'éteignirent. Le directeur du gala entonna l'hymne des cordes synthétiques sur un battement de cœur échantillonné. Les projecteurs se concentrèrent sur une estrade aux ailes déployées d'un phénix. Le public de 5000 personnes, officiers, diplomates étrangers, journalistes aux yeux creux en quête de clics, se leva dans un murmure d'admiration. Dans la cabine de contrôle, les doigts de Victoire dansaient sur les écrans tactiles, imitant les mots de passe, chaque flux passait désormais par une mémoire tampon auxiliaire qu'elle contrôlait. Elle fit clignoter à Manuel une icône verte dans son oreillette, en direct quand prêt. Le présentateur, un ministre aux cheveux argentés dont les médailles teintaient comme des pièces de monnaie, commença par un hymne à la résilience, citant d'un trait les « inévitables sacrifices de l'invivable » et d'un autre « la clémence de la renaissance technologique ». Manuel sentit Clara se tendre. Il lui serra la main. « Montrez-leur des dragons », murmura-t-il. Lorsque le ministre marqua une pause pour les applaudissements, Manuel entra sur la piste sans prévenir. Les drones de surveillance pivotèrent pour le suivre, les opérateurs juraient, cherchant à se concentrer. Manuel marchait lentement, conscient que chaque battement de cœur résonnait dans les microphones. À mi-piste, il souleva Clara sur un piédestal bas éclairé par des spots. Son lapin pendait, un sourire en coin. Un silence s'installa, d'abord confus, puis nerveux. Manuel commença sans préambule, « Mesdames et messieurs, vous allez assister à une démonstration de médecine non approuvée par des profiteurs. » Sa voix avait le timbre calme qui autrefois apaisait les codes bleus à Madrid. Cet enfant a été condamné au syndrome d'irradiation il y a 12 jours. Aujourd'hui, elle va accomplir une tâche impossible pour un médecin. Il déboucha une seringue de nébuleuse 9, le piston cristallin sous la lumière du spot. Observe. Il injecta la substance dans la cuisse de Clara. Elle grimaça, puis se redressa. Manuel recula. Clara glissa le lapin dans sa poche, inspira et fit la roue. Les applaudissements fusèrent, incrédules. Elle fit une nouvelle roue, atterrit comme une gymnaste, les bras tendus. Les halètements se transformèrent en acclamations, puis un silence pesant s'abattit sur elle tandis que les esprits digèrent les implications. Manuel faisait face au steadicam principal, les pupilles rivées au laser. « Vous craignez ce que vous n'avez pas vu, dit-il, alors soyez témoin. Ce sérum volé, certes, car le monopole est un vol plus grand que n'importe quel cambriolage régénère la moelle osseuse en quelques heures. Ses créateurs le stockent désormais pour le troquer contre l'obéissance. Ils étiquettent les enfants comme non viables afin que la mère patrie puisse être miséricordieuse. » Il sentit les agents de sécurité converger vers les coulisses de la scène. Il leva la main. « Avant de me faire taire, écoutez 2 chiffres, 400 mg, un enfant. C'est le ratio de dose de nébuleuse 9. Une fois que vos zones phénix auront remanié les familles comme des bagages, des dizaines de milliers d'enfants auront besoin de ces 400 mg. Pourtant, le bastion Helix n'en transporte que suffisamment pour l'élite. » Il pivota pour que la foule puisse voir le sourire triomphant de Clara. L'Alliance Moi Libre choisit un autre calcul. Nous multiplions la vie. Victoire appuya sur un bouton, des écrans géants derrière Manuel s'écarquillèrent d'images précédemment filmées dans la vallée, les enfants de Saint-Martin se levant de leur lit, les volontaires formant des convois, les drones larguant des fleurs sur les vignes incendiées. Les légendes défilèrent, guide de dosage, fréquence des cliniques, puis la phrase emblématique de l'Alliance s'illumina en lettres cyan de la taille d'un panneau d'affichage, livres audio, best-seller complet, livre audio fantastique, livre audio pour dormir, livre audio science-fiction, livre audio apocalypse, aventure, livre audio meilleur que celui du cinéma. Le public cligna des yeux, perplexe, les agents des services secrets, dans leur boîtier de contrôle, paniquèrent devant le charabia cryptographique affiché à la vue de tous. Lorsqu'ils coupèrent le flux, des dizaines de millions d'appareils à travers le monde avaient enregistré ces mots. Les alarmes retentirent. Le ministre hurla des ordres, noyé par le bruit des caissons de basse,
tandis que frère Finn recablait les bus audio, mélangeant chant grégorien et percussions. Les soldats s'élancèrent, Elodie leva les mains vides pour ne montrer aucune arme, puis fit tomber le premier soldat de l'estrade d'un judo saut. Sophia lança des bombes ou du sérum physiologique, pas du gaz, embrumant l'air d'une brume inoffensive qui fit néanmoins hurler les dignitaires. Zara et Malik tirèrent à blanc dans les plafonniers, plongeant la salle dans un chaos stroboscopique. Chaque seconde rapportait à la diffusion de nouveaux torrents. Manuel souleva Clara et sprinta le long des passerelles vers un portique de service. La voix de Victoire siffla dans l'écouteur, les flux de secours sont coupés. Mais les sites miroirs se répliquent. On est en tête des tendances sur le Darknet en 30 secondes. Manuel s'autorisa un soupir de victoire avant que des explosions ne fassent trembler les chevrons, les équipes de sécurité déclenchèrent des charges explosives pour faire sauter les connecteurs des passerelles. Le métal hurla. Manuel franchit le vide et atterrit sur un montant mural, les doigts enflammés de douleur. Clara s'accrochait comme du lierre. En bas, le chaos faisait rage, les danseurs du Phénix se dispersaient, les journalistes diffusaient des reportages sans filtre, certains soldats refusaient de tirer sur la foule, d'autres trop impatients, les balles ricochaient sur le marbre. Dans le couloir de service, Renard attendait dans un buggy de conciergerie gonflé à l'hydrogène. Il filait à travers les tunnels vers le monorail souterrain. Par haut-parleur, la voix du colonel Volkova, fraîchement promu et encore bandé par Saint-Martin, résonnait « Docteur Garcia, rendez-vous où l'enfant meurt ». Manuel embrassa Clara sur le front. « Elle est déjà vivante », murmura-t-il en écrasant l'accélérateur. Ils firent irruption sur la plateforme de maintenance au moment même où les pylônes porteurs explosaient derrière eux, le dispositif de sécurité de Volkova pour sceller les issues. Le béton se fissura. Le buggy dérapa, 2 roues raclant le vide avant que Renard ne corrige. Plus loin, le monorail réquisitionné par Ilia tournait au ralenti, portes entr'ouvertes. Elodie fit entrer les survivants à l'intérieur. Victoire tira des noyaux de données arrachés au centre multimédia ou des journaux de preuves d'expérimentation et fourra les disques dans des sacs à dos. Le monorail quitta la station en trombe quelques secondes avant que des pans du toit ne s'effondrent. Des étincelles jaillirent de l'obscurité. Ilia lança le wagon sur les voies d'urgence serpentant sous les faubourgs de Munich, à la poursuite de la campagne. Manuel berça Clara sur un banc, le pouls battant à tout rompre. Exaltant, gloussait-elle, l'adrénaline lui chatoyant comme un néon. Il rit, rauque, essuyant la suie de son front. Mais l'évasion n'était qu'un prologue. Les cycles d'actualité se succédaient, les images du gala de Phénix, bien que coupées en cours de route, proliféraient via des torrents de capture d'écran et des miroirs blockchain. Les hashtags se bousculaient sur les réseaux sociaux, #FreeMarrow, #OpérationOpen20, #DragonDoCartwheel. Les mêmes surgissaient, Clara retournait des banderoles de propagande en feu, Manuel surnommait « Docteur Phénix ». Même l'algorithme de censure de l'occupation s'étouffait sous le volume. Les représailles se sont manifestées par des raids aériens sur 5 centres de soins de l'Alliance. Pourtant, chaque bombe a recruté des soldats, et non des soldats obéissants. Des milices fantoches ont tenté des évacuations forcées, des maires ont barricadé les rues, brandissant des seringues Nebulanine comme des torchets. Les soldats ont hésité, les incidents de fraternisation se sont multipliés. Des brigades d'antibiotiques se sont formées pour soigner les combattants des 2 camps. La révolution s'est muée en contagion des consciences. La stratégie suivante de l'Alliance exploita cette instabilité. Victoire concocta un vers ciblant les drones du champ de bataille, transformant les protocoles d'élimination en directives d'évacuation médicale. Les drones commencèrent à évacuer par avion les civils blessés vers des tentes de triage neutre, larguant des tracts, cette unité sert désormais Hippocrate, pas Mars. Cette phrase déconcerta les généraux, enhardit les soldats et brisa l'obéissance du commandement. La colonelle Volkova a déployé des barrages chimiques en représailles, mais des images fuitées de ces ordres ont atteint les partisans de la ligne dure moscovite, inquiets d'une éventuelle atteinte à leur image. Le soutien affaibli. Des présidents fantoches ont convoqué des pourparlers d'urgence, mais Frère Finn a détourné la diffusion officielle en direct, diffusant des nocturnes de Chopin sous le décompte des victimes, concluant par le manifeste de Munich de Manuel, narré par des voix diamodulées pour donner l'impression que des milliers de personnes parlent ensemble. Un demi-million de téléspectateurs ont suivi la boucle de 6 heures. Pendant ce temps, les chirurgiens de campagne de l'Alliance, dont beaucoup étaient d'anciens stagiaires vétérinaires, formaient les agriculteurs à administrer des stimulants médulaires. En un mois, la mortalité par leucémie dans la région avait chuté de 60%. La plus grande terreur de l'occupation se déployait, une population trop saine pour s'incliner.
lorsque les troupes entraient dans les villes pour réquisitionner les récoltes, la foule s'allongeait le long des routes en chantant des berceuses diffusées par des haut-parleurs fissurés ou des cassettes audio étiquetées « Livres audio pour dormir », meilleurs que les livres audio de films sur les entêtes de fichiers. Les soldats hésitaient, le souvenir de leur propre voix d'enfant s'éveillant. Les fronts se dissolvèrent. Une colonne de chars près de Strasbourg fit défection, peignant des stéthoscopes sur les insignes de ses unités. À Varsovie, un gouverneur fantoche autorisa le retrait des troupes après la guérison de son fils irradié grâce à du sérum introduit clandestinement. Les dominos basculèrent, chaque chute faisant écho à la promesse de Manuel, on guérit d'abord, on combat ensuite. Pourtant, le cœur de l'occupation a un triangle d'acier composé de conseils d'administration, de seigneurs de guerre mercenaires et de magnats des données s'est durci. Ils ont engagé la Légion du Ruban Noir, une force paramilitaire brutale réputée pour ses pacifications de la terre brûlée. 2000 légionnaires, équipés d'exosquelettes, ont marché vers la vallée de la Loire, jurant de brûler toutes les cliniques de Nantes à Orléans. Leur avancée ressemblait à une tumeur se métastasant vers un cœur battant. Les éclaireurs de l'Alliance relayèrent la menace. La panique s'empara de lui et le moral baissa. Manuel convoqua un conseil de guerre dans un amphithéâtre à moitié effondré. Des lampes tempêtes projetaient des ombres colossales sur des visages déchirés par la fatigue. Il écouta les débats aux retraites, sabotage des conduites de carburant des exosquelettes, empoisonnement des réserves d'eau et secoua la tête. Si nous reproduisons leur cruauté, nous confirmons leur version des faits, dit-il. Il nous faut une intervention chirurgicale, pas une amputation. Ilia proposa de détourner la fréquence neuronale de la Légion et d'y insérer une boucle de rétroaction hallucinogène. Sofia leur rappela qu'une telle technologie pouvait griller des appareils civils. Zara suggéra d'attirer la Légion dans les cratères de Saint-Martin, puis de faire exploser les mines de chlore restantes. Élodie plaida pour une frappe de décapitation, des équipes d'assassins ciblant les dirigeants de la Légion. Manuel évalua chaque plan comme des coupes de scanner. Finalement, le stratège en lui céda au guérisseur, il élabora une inversion. L'Alliance diffuserait une offre de pourparlers, ouverte à tous les médecins de la Légion, garantissant un passage sûr. Publiquement, par vidéo, avec la désormais célèbre phrase type pour en vérifier l'authenticité. Les hauts gradés de la Légion ricanèrent. Mais les médecins de base dont beaucoup étaient des conscrits acceptèrent, poussés par la curiosité ou la conscience. Sous la tente de réunion près de Tours, Manuel présenta des données sur les taux de récupération de moelle osseuse et proposa des doses de Nebulanine aux familles de la Légion. Des caméras retransmirent le dialogue en direct. Lorsque ces paroles parvinrent aux soldats à l'intérieur des exocadres via des casques peu sécurisés, quelque chose se reprogramma. Les ordres sonnèrent plus creux. Les aumôniers catholiques voyageant avec la Légion constatèrent que la supériorité morale se déplaçait comme des plaques tectoniques. En 48 heures, près d'un quart des légionnaires refusèrent de marcher. Les chefs de guerre corporatistes paniqués ont émis des codes d'arrêt neutralisant les verrous de sécurité des soldats. Ilia et Victoire ont contre-piraté, annulant la neutralisation. Les exocadres se sont arrêtés sur les autoroutes, les pilotes coincés dans des cercueils motorisés jusqu'à ce que des volontaires de l'Alliance les libèrent en leur distribuant des bouteilles d'eau. Les images de rebelles sauvant des soldats ennemis ont explosé sur les réseaux, surpassant les flux de divertissement pour la première fois depuis la guerre. Le hashtag Maro Miracle a éclipsé les recommandations de lectures intensives autrefois qualifiées de livres audio fantastiques. La Légion étant fragmentée, le commandement d'occupation signa un cessez-le-feu provisoire exigeant des pourparlers. Mais Manuel comprit que les négociations étaient des coups de scalpel, et non une conclusion. Il se rendit à Genève, désormais une enclave intacte, pour représenter l'Alliance. Dans la salle du Forum de la Paix de ses fresques tachées par l'âge, ses tables de délégation dépareillées de détritus, il prononça un discours mi-pronostic mi-prescription. Il ne réclama pas le pouvoir, il réclama le financement d'un espace médical commun continental, la transparence de toute la recherche pharmaceutique et l'amnistie inconditionnelle pour les guérisseurs de tous bords. L'opposition s'attendait à une rhétorique utopique. Ce qu'elle entendit, ce furent des calculs de tri, courbes démographiques, taux d'insuffisance médulaire, modélisation épidémiologique prouvant que la tyrannie n'était pas rentable pour les consortiums d'assurance qui finançaient les régimes fantoches. Les mathématiques ont gagné. Aux premières averses de neige fondue de l'hiver, un accord multilatéral a instauré des zones de neutralité médicale couvrant 1500 cliniques. Une force opérationnelle conjointe composée pour moitié d'anciens pantins, pour moitié de l'Alliance superviserait la production de Nebulanine. En échange, l'Alliance acceptait de stocker tous les drones armés dans les coffres de l'ONU. Les frontières restaient irrégulières,
mais les artères rouvraient. Des camions de ravitaillement peints d'emblèmes de stéthoscopes traversaient l'Europe, les sirènes troquant les berceuses. Des enfants les poursuivaient en scandant des slogans qui étaient autrefois des mots de passe énigmatiques, mais qui se transformaient désormais en comptines de cours de récréation. Apocalypse des livres audio, mais on va bien, les dragons font la route tous les jours. Manuel n'assuma ni couronne ni titre. Il reprit ses tournées dans un hôpital ressuscité des ruines de Saint-Martin. La salle d'IRM avait encore besoin d'être protégée. Il s'occupa d'un terme qui citait son discours de Munich comme un texte sacré. Il grimaça, leur rappelant que le mythe était une anesthésie utile, mais dangereuse si l'on oubliait de surveiller les constantes vitales. Parfois, il s'éclipsait au crépuscule pour s'asseoir près de la fontaine reconstruite. Clara faisait des sauts périlleux sur du carrelage, son lapin en jean rapiécé jusqu'à ressembler à un drapeau de vétéran. Élodie enseignait aux cadets de la milice le tir des armées, tirait des capsules de peinture étiquetées avec les instructions de dosage. Victoire donnait des conférences dans une académie de hackers financée par des timbres pharmaceutiques open source. Renard ouvrait un atelier de prothèses en face de la clinique, fabriquant des membres en fibre de carbone gravés de vigne. Frère Finn dirigeait la radio communautaire, diffusant du jazz sous de nouveaux codes, au Marrow. Entre les morceaux de Miles Davis, il rappelait aux auditeurs de s'hydrater, de faire des bilans de santé et de lire des histoires avant de dormir. Les plus demandés ? Des compilations de pulp autrefois présentées comme des livres audio à succès. Les gens riaient encore de cette suite de phrases, mais maintenant, cela ressemblait plus à un secret de famille qu'à un code de guerre. La paix, bien sûr, n'était pas stérile. Les bandits persistaient. Les gouvernements manœuvraient. La confiance guérissait plus lentement que la moelle osseuse. Pourtant, Manuel croyait au syndrome progressif, chaque infection en peur, tyrannie, apathie ou pouvait être diagnostiquée précocement si chacun écoutait le pouls d'autrui. Et s'ils l'oubliaient, eh bien, l'histoire leur avait laissé une cicatrice édifiante qui les démangerait pendant des générations. Un soir pluvieux, alors que les lumières du générateur clignotaient, un jeune coursier fit irruption dans le bureau de Manuel, traînant un livre de poche usé, l'un des rares exemplaires intacts du Petit Prince retrouvé dans une bibliothèque incendiée. Le coursier demanda timidement un autographe. Manuel s'exécuta, la plume tremblante. Sous son nom, il écrivit une prescription, n'oublie pas, l'acte le plus radical est de guérir. Puis, presque sans réfléchir, il griffonna le vieux mot de passe. Le gamin sourit. Mieux que le livre audio du film, murmura-t-il, comme s'il jetait un sort. Manuel le regarda courir sous la bruine. Il réalisa que la guerre lui avait légué un héritage inattendu, non pas l'autorité, mais la paternité. Il avait coécrit un récit où les stéthoscopes surpassaient l'artillerie. Il ne figurerait jamais dans les listes de best-sellers. Ces listes avaient disparu, mais peut-être qu'un jour, les petits-enfants pourraient écouter des versions dramatisées, étiquetées « livre audio de science-fiction » ou « livre audio de fantasy », et s'émerveiller que leurs grands-parents aient autrefois maîtrisé les missiles grâce à la médecine. Il s'appuya contre la fenêtre, écoutant les rythmes du tambour de pluie qui rappelait la vieille tour du métronome effondrée depuis longtemps. Dans ces percussions, il entendait le cœur du continent, pas encore stable, mais battant en promesse arythmique que la survie pouvait apprendre la mélodie. À l'extérieur de la clinique, les lanternes de Scala Street scintillaient, projetant des halos dorés sur les échafaudages où des maçons restauraient des gargouilles. Une infirmière passa précipitamment, fiole tintante, et quelque part plus loin dans la ville, les cloches d'église, transformées en alarmes de radiation, sonnèrent joyeusement une première depuis des années, sans rien de particulier, si ce n'est que personne n'était mort ce jour-là. Manuel ferma les yeux. Il laissa le son s'installer dans sa moelle, rendu agité par le devoir. Enfin, la paix ressemblait à un patient suffisamment stable pour s'en éloigner un soir, peut-être même deux. Ce soir, il se rendrait à la place des réfugiés, partagerait un vin chaud et écouterait Clara réciter des légendes sur les dragons grâce à un projecteur holographique maintenu par du ruban adhésif et de l'espoir. Elle prononcerait mal les polysyllabes, et il rirait, malgré une douleur palpitante, car un médecin anticipe toujours une rechute. Ensuite, il retournerait faire sa tournée, car le travail de guérison, comme le pouls, ne connaît jamais de véritable repos. Mais pour l'instant, il s'autorisa le silence. Le monde au-delà de la fenêtre scintillait, humide et imparfait, mais respirant indéniablement. Et cela, pour un chirurgien devenu révolutionnaire par accident, était une aventure suffisante.